Et ensemble éventuellement. Dites-moi quand est-ce que vous êtes prêts. Comment je fais pour expliquer l'équation Madame, juste une question. On l'avait fini l'exercice 3 ou pas? En fait, oui, Il mais manquait vous aviez quelque chose à faire à la maison. Il fallait Ouais, il y avait la question redemander. de. Non, mais c'est juste que moi, j'ai pas fini de noter la question 6, mais si on l'a fini, c'est que Non, j'ai c'est mal pas pris grave, la notion. mais je vais vous faire un mini topo en fait sur les équadifs. Là, Ok. ce qui est important pour moi, c'est qu'on fasse ça. On regarde ensemble l'équation de conservation de la charge pour qu'on puisse avancer là-dessus et pour que vous puissiez me poser les questions si jamais il y a des points obscurs, d'accord? Et après, je vais répéter, t'inquiète pas, hein. Comme ça, on passera aux exos 4 et 5 par la suite, qu'il faut avoir terminé aujourd'hui. Ok. Alors, équation de conservation de la charge, quelle est la première chose que je vais faire afin que ça soit clair? Définir le milieu. Ouais, définir le milieu, mais surtout, enfin, peut-être, enfin, en définissant le milieu, tu veux dire dessiner ce genre de truc? Charge Q qui sort d'un volume qui est délimité par une surface S. Ah oui, non, non, pardon, moi je pensais à Maxwell, vous savez, quand on dit que c'est dans le vide, dans l'air. Oui, on n'y est pas encore, Ouais, ouais, je pensais à ça. mais ça va nous servir pour l'exo 5, hein. C'est bien. Garde-le sous la main. Ok, donc on a effectivement une charge grand Q qui est qui est dans un volume grand V, délimité par une surface grand S. Ok. Qu'est-ce qu'il faut savoir de cette, comment on fait en fait pour partir et démontrer et retrouver l'équation de conservation de la charge? Qu'est-ce qu'il faut écrire? Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce que vous voyez? Comment on fait pour retrouver l'équation de conservation de la charge? Il est indispensable que vous connaissiez comment la trouver parce que vous allez en avoir certainement besoin au DS, hein. C'est quelque chose qui est mis, qui est régulièrement dans les DS. Ah, je vous attends, hein. C'était ce que vous aviez à faire pour la maison. Vous pouvez même m'aider avec le cours sous les yeux, ça vous fera quand même réviser. Donc j'ai une charge en fait, j'ai mon volume V entouré par une surface grand S. On a un courant électrique qui entre à travers cette surface et on a des instants T et T plus dt. D'accord? Donc il faut considérer qu'il y a ça qui va changer entre deux instants donnés. Je vous ai déjà fait avancer encore un peu plus. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Qu'est-ce qu'il faut considérer? Faut considérer le flux qui passe par. Ouais, le flux de quoi? Est-ce que tu as une... Vas-y, dis-moi. Dis-moi et après je te dis si c'est bon ou pas. Je cherche un petit... C'est la densité de courant. J. Oui. D'accord. Et qu'est-ce que j'écris avec J? Je suis d'accord. On est sur la bonne voie. Qu'est-ce que j'écris avec J? Bah, on a du coup, comme en statique, l'intensité qui est égale à Ouais. la. Intégrale double. Ouais, de J fois ds. J scalaire ds. D'accord. Et là, on veut prouver que ça, c'est égal à la formule de la conservation des charges, c'est ça? En fait, là, on cherche à trouver l'équation de conservation de charge. D'accord? On cherche l'équation de conservation de la charge. Ok, qui Ouais. est ça est égal à moins dq sur dt. Ça, c'est pas la conservation de la charge. Tu es d'accord? C'est que tu viens de me dire, ce n'est pas la conservation de la charge. L'équation de conservation de la charge, c'est dite de J
plus rho, etc. C'est ça Ah, l'équation de tu dis conservation de plus, la charge. ouais, le Ouais, différentiel de ρ sur dt est égal à 0. ouais, Ah, c'est c'est ça qu'on ça. cherche à prouver. Ok, Et oui, c'est ça. d'accord. C'est ça qu'on cherche à la fin. C'est qu'on veut mettre en relation J et ρ. OK? Mais effectivement, I peut être écrit comment aussi? De quelle façon pouvons-nous écrire I? Bah, moins dq sur dt. Exactement. Pourquoi est-ce que tu mets un moins? Tu as tout à fait raison. Mais pourquoi est-ce qu'il y a un moins et pas pourquoi juste dq sur dt? Parce que je dirais que les charges sont négatives. Non, les charges ne sont pas négatives. Mais par contre, qu'est-ce qu'elles font les charges par rapport à cette surface? Qu'est-ce qu'elles font les charges? Elles rentrent dans le volume ou elles sortent? Qu'est-ce que vous voyez dans les flèches, elles vont où? On va vers l'extérieur. Elles vont vers l'extérieur, effectivement, et donc le moins il vient ici. Donc les charges quittent le volume grand V. Yes? Est-ce que ça vous va ça? Juste c'est qui me parle? Je peux avoir ton prénom s'il te plaît? Benjamin. Ok, super, merci. Ok, ok. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Eh ben, en fait, il nous reste à mettre ces deux équations, J ds, qui est égal à moins dq sur dt. Ok? Comment je peux écrire dq? Enfin, comment je peux écrire q du coup? La quantité totale de charge. Comment j'écris la quantité totale de charge Rho dt. Intégrale triple de rho dt. Donc, déjà, tu as intégrale simple de dq. Et donc, effectivement, tu auras l'intégrale rho des taux. C'est taux. OK? Ça vous va tout ça ou pas? Donc, maintenant, j'ai quoi? Bah, en fait, j'ai un théorème qui fait intervenir un produit scalaire d'un vecteur et d'un vecteur à travers une surface. C'est lequel? Quel est le théorème qui fait intervenir le produit d'un vecteur à travers une surface? Regardez dans votre cours sur les opérateurs. Quel est le théorème qui fait intervenir cela? Vous en avez fait deux, hein? Et Ostrogradsky. Yes. Donc, si j'applique le théorème de Green-Ostrogradski, qu'est-ce que je sais? Bah, je sais, je vous le mets à côté, comme ça on aura un peu plus de place. Je sais que pour un point M qui appartient au volume qui est délimité par la surface S, j'ai que diff de J, M, est égal, pardon, n'importe quoi, scalaire des taux, sinon ce serait trop simple, est égal à intégrale double de P qui appartient à S de J P ds. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je viens d'écrire là? Ouais. Donc, comment est-ce que je peux écrire mon expression I? Qu'est-ce que je peux remplacer par quoi? Dites-moi, selon vous. Qu'est-ce que je peux remplacer par quoi? Quelle est ma prochaine étape?
Bah, du coup, regardez. Pourquoi je suis passée par le théorème de Green-Ostrogradski? Mais vous pouvez réexpliquer rapidement le théorème de En fait, Green-Ostrogradski? il s'agit d'un théorème que tu appliques à un vecteur, d'accord? Tu as une surface S qui délimite un volume V, ok? Et donc, ce théorème, il te dit quoi? Il te dit que l'intégrale triple de la divergence d'un vecteur J scalaire, le volume délimité par cette surface, d'accord, est égal à l'intégrale double du produit scalaire du vecteur même fois la surface, scalaire la surface. C'est tout, c'est plus. En fait, regarde-le comme une formule. Ok? En fait, qu'est-ce qui n'est pas clair? Faisons les choses autrement. Qu'est-ce qui n'est pas clair dans ce théorème? Ou c'est plus comment l'appliquer ici qui te paraît bizarre? Ouais, c'est plus comment l'appliquer, mais en gros, on va l'appliquer à notre formule, c'est ça? Bah, c'est ça, en fait, c'est tout. C'est que ici, cette partie-là, si tu passes par le théorème de Green-Ostrogradski, en fait, tu sais que ça est égal à ça. OK? Et donc, si tu réécris l'expression de I, tu auras que diff de J des taux en intégrale triple pour M qui appartient au volume est égal à moins D et dQ sur dt. Mais maintenant, si tu remplaces la valeur de Q, tu auras quoi? Tu auras l'intégrale triple. Pardon. De rho dt, ok. Tu vois ce que je veux dire? L'intégrale triple. Et c'est quoi le J entre parenthèses P? C'est dans un point P, en fait, pour te dire que le point P, il appartient à la distribution de charge. Sauf si je vous ai mis les deux. Attendez. Ah non, attendez. Oui, en fait, je vous ai repris votre, comment dire, la définition dans votre poly. Quand tu calcules en fait la divergence de J dans un point M, pourtant ça me paraît un peu étrange. J'ai un doute. Désolée, je regarde juste quelque chose. J'ai un petit doute. Alors, comment ils vous l'ont écrit comment est-ce qu'ils vous l'ont écrit le théorème de Green-Ostrogradski dans votre cours? Ils vous l'ont écrit comme ça? Ah ouais, exactement. Ouais. Ok, on est d'accord. Donc avec P et M. Ouais. Ok, mais donc c'est bon. Désolée, j'ai eu peur en fait que pour l'instant il y ait eu un problème entre les deux. En fait, tu calcules la divergence en un point M de ton volume et tu te mets dans un point P de ta distribution. Point, c'est tout. Tu n'as pas à chercher plus loin. En gros, tu pourrais même oublier les P et les M entre parenthèses dans notre cas. Ok, parce que comme tu considères la même distribution de charge, ce n'est pas gênant. Tu te réfères en fait à la même distribution de charge. Ok? Donc, oubliez les P et les M, c'est pas grave. Ça revient à la même chose dans notre cas. Ok? Ok? Vous pouvez oublier les P et les M si cela vous perturbe. En gros, ici, le volume et la surface délimite le volume, donc ce n'est pas gênant. Ok? Si ça vous dérange, je les enlève. C'était juste pour rester cohérent avec ce que vous aviez sur votre poly. Mais vraiment, prenez-le comme une formule en fait. Le théorème de Green-Ostrogradski, il s'agit d'une formule. C'est une formule de cours. Ça va ou pas du tout? Je peux continuer? Et on n'est pas censé mettre la dérivée devant? Si, j'y allais, mais je voulais répondre à la question. Et en plus, je voulais vérifier que ce qui était sur votre poly était bien juste, parce que parfois, il peut y avoir des soucis.
Donc, div de JM scalaire dt est égal à moins d sur dt, c'est intégrale triple de rho dt. OK? Quelle est la prochaine étape? Du coup, qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien, on se rend compte que qu'est-ce qu'on peut sortir? Qu'est-ce qu'on peut, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire dans la deuxième équation? Dans la deuxième partie de l'équation, on aura M qui appartient à V, div de J des taux, qui est égal à moins, oups, je suis allée un peu plus haut, à moins d rho sur dt des taux. Pourquoi est-ce que j'ai changé le d normal en d rond? C'est une bonne question. Hein. Pour quelle raison j'ai changé le d normal en d rond? Qu'est-ce que cela signifie? Ou qu'est-ce que cela sous-entend en fait dans notre cas? Quelqu'un le sait? Quelqu'un qui veut essayer? Pas une histoire de dérivée élémentaire qui devient une dérivée locale ou l'inverse. Oui, mais donc, dans notre cas, on est d'accord que quand vous changez, quand vous passez du d rond à d simple, c'est parce qu'il y a une seule variable. Mais ici, du coup, pourquoi est-ce que je passe de d simple à d rond? Ça veut dire qu'il y a deux variables, logiquement, ok? Et lesquelles, selon vous? Rho dépend de quelle variable? Haha. Rho dépend de quelle variable? Certainement du temps, puisque vous avez de la charge qui transite en fait dans votre volume. Donc, rho dépend de t, mais également de la position. De t et de la position. Et donc, voilà pourquoi vous mettez un d rond. OK? Vous avez de la charge qui passe à travers une surface. Donc, en fonction de votre position, votre densité n'est pas exactement la même. OK? Et donc, si j'en suis là, qu'est-ce que je peux en déduire? Vous voyez, en fait, que d'un côté et de l'autre, vous avez exactement la même chose. Ici, vous vous référez toujours à un point M qui appartient au volume. Du coup, l'intégrale triple ici et l'intégrale triple ici, ainsi que le d taux que vous avez là, peuvent s'éliminer. Vous avez div de J qui est égal à moins d rho sur dt. Et donc, div de J plus d rho sur dt est égal à 0. Et là, vous avez l'équation de conservation de la charge. OK? Yes? Vous l'avez faite encore quand même, hein? Rassurez-moi. Yes. Yeah, cool. Je vous propose de la regarder une autre fois et pour la semaine prochaine, vous me dites s'il y a encore des choses qui ne sont pas claires. Ça vous va? On fait ça. Ok. Je vous propose, sauf si vous vous y opposez fortement, de faire aussi un rappel. La semaine dernière, on avait parlé d'équations différentielles. C'était une équation différentielle du premier ordre, il me semble, toujours par l'exo 3. Normalement, c'était votre devoir maison, mais je préfère quand même y jeter un coup d'œil avec vous. Je pense que c'est une bonne idée. C'était juste pour être sûr que vous arrivez à voir les différentes formes d'équations différentielles et que vous savez donc vous trouvez les solutions de celles-ci. Ça vous va ou vous voulez que j'avance directement vers l'exo 4? Dites-moi. Si tout est clair pour vous au niveau de l'exo 3, à part la question 6 que je n'ai pas oubliée, vous me dites et sinon je fais un petit rappel. Manifestez-vous. Je vous écoute. Alors, qu'est-ce que vous préférez? Et c'est pas une question de cours, hein. Vous pouvez dire madame avancez ou ouais, rappel. Hein. Je pense qu'un rappel, c'est une bonne idée. C'est bien, merci. Donc,
dans l'exo 3, on avait trouvé quelque chose comme ça. À un moment, on se retrouvait avec gamma sur epsilon 0, d rho sur dt égale à 0. D'accord? On cherche une équadif du premier ordre. Donc, je vais écrire ça comme ça. Juste, ça ne change vraiment pas grand-chose, mais idée de commencer à ranger les choses. Qui est égal à 0. Donc, on va définir le temps caractéristique de notre équation comme epsilon 0 sur gamma, ce qui fait qu'on aura une équation de ce type. Rho sur taux qui est égal à 0. Cela, si vous regardez dans un beau livre, vous allez certainement la trouver comme ça. dy ou dx dt plus y sur taux qui est égal à b sur taux. Dans notre cas, b égale à 0. Ça veut dire que dans le cas du problème qu'on vous avait donné, vous n'avez même pas, en fait, quand vous allez résoudre l'homogène, vous êtes en train déjà de résoudre l'équation de votre problème. Donc, ceci dit, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je sais que pour ce genre, en fait, d'équation, ma solution, elle sera dans quelle forme? Quelle sera la solution pour ce genre d'équadif? Alors, quelle sera la solution d'une équadif comme ça? Comme celle-ci? Aucune idée. Vous les avez faites, hein. Dans un autre groupe de TD, ils m'ont répondu super vite. Donc, je pense que vous le savez. Je suis même sûre que vous le savez. E de moins 1 sur taux. Donc, E de il y moins 1 aura sur A t. exponentielle de quoi? Moins T sur taux. Et comment vous calculez A? On prend quand c'est égal à 0. Ouais, donc vous calculez A en utilisant les conditions initiales. C'est-à-dire, dans notre cas, ρ pour t égale 0 est égal à 0. D'accord? Ce qui fait que vous avez ρ de t, ρ en t, pour t égale 0 qui est égal à ρ0. Il me semble qu'on vous donnait ça. Et donc, vous avez ρ0 exponentielle de moins t sur taux. Yes? C'est bon ça ou pas? Oui, c'est bon. Ok. Donc, autre chose qu'il nous faut, ça sera du coup quoi? Eh ben, je vous propose de répondre à la question 6. Quelle est la condition en fait pour avoir un bon conducteur? Quelle est la condition qu'il faut respecter? Ou est-ce que ρ peut être différente de 0 si vous avez un bon conducteur? Qu'est-ce que vous avez appris? Où est-ce qu'elles sont les charges pour un bon conducteur? Pourquoi est-ce que pour un bon conducteur, la densité volumique de charge, elle est nulle? Où est-ce qu'elles sont les charges a priori? Pensez à un condensateur. Où est-ce qu'elles sont les charges? À la surface, vous êtes d'accord? Donc, dans un bon conducteur, il n'y a pas de charge dans le volume, hein. Ils sont en surface. OK? Ça va ou pas tout ça? Ouais?
non. Ça va? Ça va? Dites-moi s'il y a des questions ou des choses comme ça, hein. Ou si c'était juste un petit oubli par rapport à la semaine dernière. Yes? Bah, après, je peux pas deviner, hein. Si vous me dites pas, je ne sais pas si je peux avancer ou pas. Ok. Yes? Je peux continuer? Oui, c'est bon. Ok, allez. Bon, je vous laisse 4-5 minutes, tant que j'ai cherché à boire, pour commencer le Lexo 4 du TD13. Donc, on est ici. Je reviens. Exo 4, TD13. Allez, c'est parti. Vous avez 5 minutes. Hein. Si vous faites plus vite, dans 1 minute, je serai là, même moins. À tout de suite. Présent. Je suis là. Hein. Donc, si vous avez des questions, allez-y. Vous avez traité le potentiel vecteur déjà. On va dire, je vous laisse jusqu'à 14h36, 37. Et après, on commence. Si vous êtes bloqué aussi, vous pouvez me dire, madame, je ne sais pas du tout par où commencer. Aidez-nous.
Et la rétine. Alors, en quelques minutes, sauf si vous voulez que je commence tout de suite, vous me dites. Je sais pas ce qu'il fait mon ordi. Allez. Dites-moi, vous voulez un peu plus de temps ou pour essayer de le faire tout seul, dites-moi ce que vous préférez. Dites-moi encore quelques minutes ou vous voulez qu'on commence? On peut commencer, je pense. Ok. Alors, donc ici, on vous dit que vous avez quoi? On vous parle d'un fil. D'axe OZ parcouru par un courant grand I. Et donc, on vous dit, c'est comme d'hab, hein. Vous avez un fil comme ça. Bon, il n'est pas droit. Je vais refaire, ça sera mieux. Je pars de ça. Je suis pas sûre que ça soit droit, mais bon, on va faire comme si c'était droit. Du coup, vous avez un fil qui est parcouru par un courant constant grand I. On vous dit que l'expression du champ magnétique créé par cette distribution est B égale à mu0I sur 2pi petit r Eθ. OK? Et donc ici, on vous demande les directions et dépendances du potentiel vecteur. Donc le potentiel vecteur est A. Comment il est défini par rapport à B, ce potentiel vecteur? Quelle est la relation entre A et B? Dites-moi. Relation entre B et potentiel vecteur. B égale à B égale à rho de A. Non? Vous l'avez vu en cours, ça? Oui. Ok, donc ici, le fil, il est infini. Et on vous demande donc de chercher les symétries et les invariances de A. Est-ce que vous avez fait déjà des exemples de calcul du potentiel vecteur? Non. Mais si, en cours, vous avez qui, Monsieur Moilier ou Madame Crambe? Madame Crambe. Si, normalement. Ah, ok. Vous l'avez fait en cours dans tous les cas, le potentiel vecteur. Vous l'avez déjà vu. B égale à rho de A. Bah, on l'a dit, ouais, mais enfin, c'est pas. C'est possible de réexpliquer peut-être rapidement?
Bah, en fait, tout Non, je simplement. le dis comme ça, quoi, vite fait. Enfin, c'est Ok, pas un truc sur ok. lequel on va rester. Ok, c'est pas grave. Alors, en gros, c'est qu'on a fait. Vous avez vu que pour le champ électrique, on a défini un champ scalaire. E égale à moins grade de V. D'accord? Je vous fais vraiment un shortcut pour pouvoir voir qu'est-ce que c'est ce truc. Donc ici, pour le champ électrique, vous avez vu qu'il y a un potentiel en fait scalaire qui est associé au champ électrique. En gros, l'idée ici, c'est de dire que et de montrer qu'il y a un potentiel vecteur cette fois-ci associé au champ magnétique. Et qu'à chaque fois qu'on considère le champ électrique et le champ électromagnétique, maintenant, en plus du potentiel scalaire, il faut considérer qu'en fait, comme maintenant on considère un champ électromagnétique, il faut également considérer ce potentiel vecteur. C'est tout. Pour l'instant, on s'arrête là. Et donc, le potentiel vecteur, on l'appelle grand A et on dit que B, donc le champ magnétique, est égal au rotationnel de A. Pour info, le potentiel vecteur, en fait, il aura exactement la même dépendance que B. Donc, si ici, je vous demandais quelles sont les dépendances de B, sachant que vous avez un fil infini qui est parcouru par un courant grand I, quel serait votre premier réflexe? Quelles sont les dépendances ici? Ou les invariances plutôt? Quelles sont les invariances dans le cas de ce problème? R. Ah non, les donc- invariances, c'est θ et Z. Exactement. Donc, tu as invariance par translation selon Z et par rotation selon θ. Juste que vous avez parlé de potentiel, le potentiel du coup vectoriel, maintenant c'est A. Ouais, Et c'était quoi l'ancien potentiel scalaire? scalaire, B. Ah, B, c'est pas un scalaire? V. Ah, V, pardon, ok, V c'est le comme potentiel celui-là. scalaire et A c'est... Ok, d'accord. Exactement. Mais V c'est le potentiel... Ok, ouais, non, c'est bon, j'ai compris. En fait, en gros, il y a un potentiel. Si c'est scalaire, c'est grand B, champ électrique. Si c'est un potentiel vecteur, c'est A, c'est champ magnétique. Et vous allez voir par la suite comment les mettre en relation A et B. OK? En fait, la différence ici, c'est quoi? Qu'au premier semestre, on a considéré de façon décorrélée le champ électrique grand E et le champ magnétique grand B. OK? Donc ici, la question est, est-ce qu'on ne doit pas, puisque maintenant on s'intéresse à des phénomènes électromagnétiques, c'est-à-dire où E et B sont dans la même, font partie de la même onde, est-ce qu'il ne faut pas considérer maintenant la corrélation entre V et A? C'est ça. Et c'est ça la question à laquelle vous allez répondre un peu plus tard dans l'année. OK? Ça va mieux ou pas? Ouais? Madame, Oui. pour B, c'est taux ou R en bas? Où ça? Dis-moi. Juste au-dessus. Là? Depuis R ou depuis taux? Depuis R, tu connais la formule d'un champ magnétique? Ouais, mais ça ressemble à un taux, votre R, donc je me suis Non, posé la question. mon taux, je le fais comme ça. Ouais, ça ressemble un petit peu, mais il a un petit truc. C'est un petit R. Merci. Allez, je le fais comme ça. Quelqu'un va me dire que ça ressemble à un gamma majuscule, même. Ou à autre chose. OK? OK, donc maintenant, je sais que A, R, θ, Z sera donc égal à AR. Donc, B est un pseudo-vecteur. OK? Juste pour rappel, le rotationnel d'un vecteur arbitraire, donc rot de A est égal à quoi en fait? À quelle opération? Comment vous calculez le rotationnel d'un vecteur? Ça correspond à quel type d'opération? À quoi correspond l'opération de rotationnel? Bah, dérivé par X. Bon, là, ça va être R selon AX, après on fait DR et DZ. T'es sûr? Pour moi, c'est un produit vectoriel entre le nabla et le vecteur lui-même. Ah oui, le produit vecteur, oui. OK? C'est tout ce que je voulais savoir en fait. Pour la formule, je vous la donne tout à l'heure. Donc, ça veut dire que si je reprends la formule, ici j'ai B qui est égal à rot de A. Ça veut dire que B, je sais qu'il est
il s'agit d'un pseudo-vecteur pour B. Ok, vous vous rappelez, il est issu d'un produit vectoriel. Mais par contre, ici, j'applique le rotationnel. Donc, je sais que B est égal à un rotationnel appliqué à A. Du coup, A suit les mêmes règles que le champ électrique. A est un vecteur. Donc, la question ici, c'est est-ce qu'on peut trouver un pi', plan d'antisymétrie, pour notre distribution de courant? Quel est votre plan d'antisymétrie ici pour le courant? XY. Ouais, un coordonnée cylindrique. M, URU, θ. T'es d'accord? Et donc, Yes. ça veut dire que A, M, il sera orthogonal à ce plan d'antisymétrie. Et donc, A de M, il sera forcément selon UZ. OK? A, en fait, il suit les mêmes règles que pour le champ électrique. Ça veut dire que vous mettez, vous regardez votre source de champ magnétique, OK? Et ensuite, pour avoir la direction de A, vous regardez le plan d'antisymétrie. Yes? En fait, le truc, c'est que, du coup, la logique, c'est que A, il doit être, donc, entre guillemets, orthogonal à B. Oui, oui. Bah, Ça. BA, il est forcément orthogonal à B. Parce qu'il est un produit, il est défini, en fait, si B égale à ρ de A est défini comme le produit vectoriel entre le nabla et A. Ok, d'accord. J'ai fait exprès de vous rappeler comment on définit le rotationnel. Ok, top. Merci. De rien. Et c'est clair ou pas? Du coup, vous vous rappelez, ça suit les mêmes règles. Vous voyez quelle est votre source de champ magnétique. Donc, la source ici est I, hein, d'accord? Et le courant qui parcourt votre fil, ça, c'est la source de votre champ magnétique. Et vous regardez la symétrie et l'antisymétrie par rapport à cette source. Donc, la conclusion de ça est que A de M est égal à A. C'était quoi déjà? C'était AZ M, AZ, pardon, on va faire comme ça, petit r, UZ. OK? Yes. Maintenant, est-ce qu'il est possible de calculer la valeur de A? Vous êtes prêts? Oui? Oui ou non? Ça va, on va chercher, on va essayer de calculer la valeur de A. Je me suis laissé une note, je cherchais un document pour vous sur les équadifs, je n'ai pas trouvé. Je ne sais pas pourquoi, il n'y est plus sur Internet. C'est pas grave. Donc, comment je fais pour calculer? Déjà, ça serait bien d'avoir la formule du rotationnel en coordonnées cylindriques. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, vous avez B, mais le rotationnel en coordonnées cylindriques, ça fait... il y a plusieurs termes. OK? Et de quoi il s'agit? Donc, on aura 1 sur petit r. Je vais faire le R de l'autre façon. 1 sur petit r, dérivé de Vz dθ, moins dv θ dz ER, plus dvr sur dz, moins dvz dr et θ, plus 1 sur petit r, dr vθ sur dr, moins dvr dθ ez.
D'accord? On se rappelle que B, il est parallèle à Uθ. OK? Donc, ça veut dire que le rotationnel, quels sont les termes du rotationnel qu'on va choisir et qu'on va considérer? Pardon, j'ai mis A, j'ai mis V, en fait, c'est A. Parce que du coup, je voulais vous le donner pour un vecteur générique. Après, vous pouvez changer, hein. Donc, vous avez 1 sur R, je remplace, ça me fait dérivée de AZ moins dérivée de A θ. Ensuite, vous avez dérivée de A petit r, dérivée de AZ. 1 sur R, dérivée de R à θ, moins dérivée de AR. Donc, si B est selon Uθ, quel est le terme du rotationnel que je vais garder? Logiquement. Θ. Donc, effectivement, si j'ai Uθ, je vais garder uniquement ce terme-là du rotationnel. OK? Mais qu'est-ce que je sais? Maintenant, si j'ai rod de A qui est égal à DAR sud DZ plus moins DAZ sud R Eθ. Je sais que A, il est selon quelle direction? UZ. Donc, je vais garder... Mince. Donc, je vais garder uniquement ça. Et donc, j'aurai moins DA, DR, Eθ. OK? Madame, Oui. pourquoi est-ce qu'il y a 1 sur R devant la première composante? Bah, regarde, le nabla, il a quelle unité? Nabla, il a quelle unité? En physique. J'ai aucune idée. Si, tu le sais, je te l'ai dit en début d'année. Donc, tu as une idée. Regarde les autres. Regarde le deuxième terme, il a quelle unité? Bon, tu vas dire, madame, je ne sais pas quelle est l'unité du potentiel vecteur. OK, je te l'accorde, mais au dénominateur, tu as quoi? Qu'est-ce que tu as comme unité pour Z? Bah, les mètres. Des mètres. Et donc, du coup, ici, si tu ne mets pas le 1 sur petit r, est-ce que tu compares des quantités qui ont la même unité? Ah, bah non, oui. T'es d'accord? Ah, c'est juste pour ça? Ben oui. Bah après, tu peux faire, hein, si tu veux, tu calcules le produit vectoriel entre le rotationnel, qui est donc le nabla, et A, un vecteur à 3 composantes. Ok. Donc en fait, quand il y a du dérivé partiel de θ, on est obligé de faire fois 1 sur R. Ben oui. Rappelle-toi, quand on avait calculé le gradient, c'était pareil en coordonnées cylindriques. Hein. Et pareil en coordonnées sphériques. Il y avait toujours cette histoire de, si je ne mets pas le R sin θ devant le défi pour les coordonnées sphériques ou le R dθ pour les coordonnées cylindriques, tu te retrouves avec un nabla qui n'a pas d'unité. Or, en physique, le nabla, il est 1 mètre moins 1. Maintenant, tu le sais. Ok. Mais là, dans la première composante, le 1 sur R, il est pas censé être hors de la parenthèse. Moi, je l'ai à l'intérieur de la parenthèse. Hein. Sauf Parce que si après, vous l'avez mis oui, mais à la c'est comme troisième ça. composante. Ouais, mais par contre, tu as un R à θ ici. Hein. Tu vois, tu as un petit r devant la composante à θ. Mais pour t'en convaincre, en fait, la meilleure chose que tu peux faire, c'est que à la maison, tu as comme devoir maison de recalculer le rotationnel d'un vecteur. Mais pourquoi vous n'avez pas mis le 1 sur R dans la parenthèse et sur le deuxième terme en θ à la fin? C'est la formule. Si vous voulez, on le calcule. C'est pas possible de le redémontrer rapidement? Il faut faire le produit vectoriel entre le nabla et A. Mais ouais, le nabla en coordonnées sphériques, c'est 1 sur R. Non, en coordonnées cylindriques. Faites-le pour la prochaine fois. Vous cherchez, on en rediscute. C'est très bien. Madame, Ouais.
Vous Quoi? me calculez, attendez, rot d'un vecteur en coordonnées cylindriques et sphériques. Après, c'est donné en général, hein, d'accord? C'est juste que vous devez savoir le calculer. Maintenant, je vais vérifier. Non, c'est bien, hein. Moi, le 1 sur R, je l'ai sous les yeux. Donc, c'est bien. Il n'y a pas de faute dans la formule, tout est bon. Madame? Alors, attendez. Dites-moi. Ça sert à quoi montrer que AM est parallèle à UZ, sachant que B est parallèle à Uθ, et du coup on va que prendre Eθ? C'est pour te dire que ici, tu as que, en fait, dans le rotationnel, tu es d'accord que tu as deux options. Le fait que B soit parallèle à Uθ te permet de dire que tu vas prendre ce terme-là du rotationnel. Tu es d'accord? Mais après, effectivement, tu aurais pu y arriver aussi en disant que tu n'as pas de dépendance selon Z et que donc ta seule option, c'est cette dérivée-là. D'accord. D'accord. Mais effectivement, tu aurais pu comprendre sans problème. OK? Ouais? Et c'est pour ça qu'ensuite la dérivée en fonction des Z, on la supprime parce qu'il n'y a pas de. Oui, il n'y a pas de dépendance. Z. Ouais. Mais après, en fait, ça te sert, comment dire, ici, on te demandait explicitement, en fait, de calculer, de trouver quelle était la direction de A. OK? C'est tout. On te demandait explicitement de trouver la direction de A. Après, ici, ça se voit tout de suite. Tu as A qui est selon UZ et qui dépend de R. Donc, clairement, le calcul, enfin, il faut garder cette composante-là du rotationnel. Tu vois? Ouais? Yes. Ouais, moi, c'est bon, je vois. OK? Et donc, si maintenant je veux calculer, je fais comment? Juste, je reprends pour avoir les résultats sous les yeux. Mais faites-le pour le rotationnel, là. C'est le meilleur moyen. Vous vous mettez un nabla, un coordonnée cylindrique, et vous faites le produit vectoriel avec un vecteur en coordonnées cylindriques. Et vous voyez ce que ça donne. Calculez, c'est bien. Est-ce que je peux changer de page? Madame, un gradient, c'est bien un cas particulier du nabla? Bah, le gradient, c'est la même chose. C'est juste que tu l'appliques à un scalaire. Hein. En fait, le nabla, si tu l'appliques à un scalaire, ça devient le gradient. Si tu l'appliques à un vecteur, ça devient une divergence. C'est tout. D'accord. Ok, Bah je vois d'où vient le 1 sur R du coup. Et par contre, pour le rotationnel, tu fais comme opération, tu prends la formule en fait de ton nabla et tu le traites comme un vecteur que tu vas multiplier vectoriellement à un autre vecteur. C'est tout. Vous allez le voir tout de suite en fait si vous le faites. Hein. Ok. Ouais, vous avez fait un cours sur les opérateurs mathématiques quand même en début de semestre, non? Ils vous ont pas redémontré les opérateurs, même pas un TD en présentiel? Enfin, un présentiel format 1 heure? Si, non, mais pas en cylindrique de mémoire. Bah, ça revient au même en fait. Tu prends le nabla en coordonnées cylindriques et tu le multiplies par un vecteur où les déplacements sont écrits en coordonnées cylindriques. Essayez. Oui, c'était juste 1 sur R, je pense, qui nous a perturbé. Ouais, mais rappelez-vous que le nabla, il est 1 m-1 en physique. Oui, mais le fait qu'il soit distribué dans le premier, juste au premier terme, et après aux deux termes. Je suis mais d'accord. quand on fait le produit vectoriel, ça va. C'est un produit vectoriel en fait. Normalement, vous devrez pouvoir le voir. Si jamais ça ne va pas, vous me dites et on le fait la semaine prochaine rapidement. OK? Donc, est-ce que je peux changer de page là? On a trouvé quel terme du rotationnel il faut calculer. On peut y aller? Ouais? Yes? Je peux changer de page? Vous avez eu le temps de noter? Dites-moi. Hein.
quand vous êtes prêts. Si vous avez des questions encore. Je peux? Dites-moi. Ouais, c'est bon. Pour moi, en tout Ok. cas. Ok. Bah, je pense que ça va. Hein. Donc, si B égale la rod de A, on va dire que moins, plutôt je vais le mettre dans l'autre sens, mu0 I sur 2πr est égal à moins dA sur dr. D'accord? Ce qui implique que A de M, donc ça c'est A de M, hein, ok? On devrait mettre B de M partout. A de M va être égal à mu0 I sur 2pi petit r ln de R. Là, je reprends juste les conditions initiales en fait du problème. Hein. Ok? Et donc, A de M est égal à mu0 I de pi petit r ln R sur R0 plus A0. Ça, c'était avec les conditions qu'on vous donne dans l'énoncé. Ok. Madame, j'ai écrit mu0 i de pi r, et c'est quoi le... ln. Ah, je suis un ln. Parce qu'ici, en fait, tu as un petit r sur dr. Tu as plutôt dr sur petit r. dr sur... Oui, regarde, si tu inverses, en fait, le passage ici que j'ai pas fait parce qu'il n'y a pas grand-chose, c'est DAM qui est Ouais. égal à Ah oui, phi 0 i sur phi 0 i dr de pi r. mu0 i de pi r est un dr, d'accord? Et donc, si tu intègres, tu trouves un truc comme ça. Avec, Ah ouais, avec un moins devant, hein. J'avais oublié un moins et je l'ai oublié même 2 fois. Ah là là, c'est pas bien. ah, ouais, c'est pas grave. Allez. Ok, ça va ça ou pas? Ouais? On va le faire avec un exemple. Bon, on va pas parler de potentiel vecteur, on va calculer en champ électrique. Dites-moi quand est-ce que vous êtes prêts. Hein. On va s'intéresser au champ électrique généré au sein d'un solénoïde. Il s'agit de l'exo 5. Je vous propose 5 minutes pour essayer, pas plus, pour essayer de faire l'exo tout seul, d'avancer un petit peu, d'essayer de réécrire les équations de Maxwell, au moins en statique. Et après, on le fait ensemble. Est-ce que ça vous va? Très bien. Ok.
Vous me faites signe si vous êtes bloqué, si vous voulez qu'on commence plus tôt. Hein. D'accord? Ok, ça c'est bien. Alors, combien de temps encore? Je vous laisse encore 2 minutes et après on regarde ensemble. Quand je commence à faire un magnifique dessin. Madame, Oui. vous pouvez revenir juste à la slide d'avant, quoi. Ouais. Merci. Vous me faites signe, hein, d'accord? Moi, c'est bon, c'est bon. Ok. Pour les autres aussi, on y va? Oui, c'est bon. Ok. Alors, est-ce que vous pouvez m'aider? C'est quoi ce problème, hein, en fait? Qu'est-ce qu'on a comme problème? Dans l'exo 5. Ah, allez. Donc, on a quel type de système physique?
quoi comme truc? Un solénoïde, on est d'accord? On a un solénoïde infini. Vous avez l'habitude de traiter, hein? Ah, oups. Donc, solénoïde infini, une bobine, quoi. Je mets ici. Donc, solénoïde infini de rayon grand R. N spire par unité de longueur, petit n, parcouru par un courant I de t. C'est ça, c'est I de t que vous avez? Je vérifie juste. Où es-tu? I de t. Et donc, on va traiter le problème dans le cas de l'ARQS. ARQS, c'est quoi? C'est l'acronyme qui... Pourquoi, en fait? Approximation quasi stationnaire. Il manque un mot. Sauf si ça a coupé au bon moment. Ça n'a pas coupé. D'accord. C'est vraiment honnête, c'est bien. Approximation. C'est mon cerveau qui a coupé. Approximation de régime quasi stationnaire. Ah oui, ça. Ok, tu étais presque. D'accord. Ça veut dire qu'en gros, en fait, on passe de régime. Soit vous êtes un régime dynamique, tout bouge. Soit vous êtes un régime stationnaire ou statique, rien ne bouge, il n'y a pas de dépendance du temps. Ok. Soit vous avez l'approximation du régime quasi-stationnaire, comme le nom le dit. Il s'agit d'un régime où on ne peut pas négliger la dépendance du temps, mais vous savez que le régime, il est lentement variable. Donc, les variations seront lentes et on pourra peut-être faire des hypothèses qui le rapprochent du régime stationnaire. OK? Il s'agit d'un régime, donc je répète, lentement variable. Alors, ici, la première chose qu'on vous demande de faire, c'est de faire un montage. OK? Après avoir visualisé la bobine, que je vous ai montré pendant plusieurs exos, X, Y, Z, je pense que tout le monde a dans la tête à quoi ça ressemble un solénoïde. Et vous savez également que ça vaut le coup de le dessiner comme ça, couché en fait. En fait, je vais en effacer une partie pour pouvoir mettre dedans le système de coordonnées. Ok, je vais utiliser ce dessin, comme ça je vais pouvoir dessiner ici UR, ici Uθ et ici UZ. Et donc la question 1, pour la première question, a priori, j'ai répondu. Et pour la question 2 aussi, on a dit que pour la RQS, il s'agit d'un régime lentement variable. Et donc, il s'agit d'un régime plus rapide qu'un régime où rien ne varie. C'est-à-dire le régime stationnaire, comme on vous mentionne en fait dans l'énoncé. OK? Donc, maintenant, la question qui revient, je vais un peu vite parce que ça, on l'a déjà dit. Question qui revient tout le temps. Donc, vous l'avez compris, ça, il faut le connaître. Que vaut le champ à l'intérieur d'un solénoïde? Quelle est la valeur du champ magnétique à l'intérieur d'un solénoïde? mu0 NI. Ouais, est-ce que tu peux être un peu plus précis? Avec les données de l'exo, mu0n, je suis d'accord. Regarde dans le cas de l'exo, est-ce qu'il s'agit donc I de t? Et quelle est la direction de ce champ? UZ, je dirais. Yes, UZ. Regarde, je vais dessiner les vecteurs, enfin la direction du courant ici. Ça, c'est ton I de t, comme ça, si tu n'es pas convaincu, et il manque les flèches là. Si tu n'es pas convaincu, tu peux faire avec la règle de la main droite et voir bien que ton pouce il pointe vers la direction de UZ. OK?
Donc, maintenant, pour la question 4, je vous propose d'écrire les équations de Maxwell. Un régime statique et en ARQS. A priori, vous êtes dans le vide quand vous écrivez les équations de Maxwell, d'accord? En régime statique aussi. Enfin, en fait, vous n'êtes pas vraiment dans le... Si vous êtes dans le vide, quoi. Vous les considérez les dans le vide. Et je vous retrouve, je vais chercher à nouveau de l'eau, d'accord? Ça vous va? Je vous laisse 2 minutes. Vous avez accès au cours, vous avez le droit de l'utiliser. Hein. Là, profitez-en pour vous familiariser avec. Je reviens. Alors, ces équations, c'est bon? Ouais. En statique et en ARQS. Alors, vous êtes prêts pour les équations ou vous voulez un peu plus de temps? Dites-moi. On y va? Yes? Donc, en statique, que devient l'équation de Maxwell-Goss? En statique, Maxwell-Goss, c'est div de E qui est égal à ρ sur epsilon 0. Ouais, mais si t'es dans le vide, c'est 0. T'es d'accord? Là, on est dans le vide. A priori, oui. Ou gardez-les dans le vide dans tous les cas, d'accord? Ok. Ok. Alors, ou sinon, vous mettez dans le solénoïde, si vous voulez. Allez. On fera des fiches par la suite. Dans le solénoïde, est-ce que tu as ρ? Combien vaut ρ? Ρ est égal à 0. Tu es d'accord? Ok. C'est pour ça que div de E, c'est égal à 0. Ouais. Donc, Maxwell flux, div de B est égal à 0. Ensuite, tu as ρ de E en statique. Hein. ρ de E est égal à 0. Pardon, oui, ρ de E est égal à 0. Madame, j'ai pas compris pourquoi est-ce que ρ est égal à 0. Bah, est-ce que tu as de la densité de charge dans ton solénoïde? Non. Donc? Ah, ok. Et ensuite, vous avez ρ de B qui est égal à 0. J ne varie pas en fait. I et J ne varient pas. En statique, vous avez un I constant. D'accord?
OK? Maintenant, il y a un RQS, approximation du régime quasi-stationnaire. Et bien, en fait, vous avez que diff de E est égal à 0. Rho n'a pas changé. Diff de B est égal à 0. Ensuite, vous avez ρ de E. Cette fois-ci, ρ de E est égal à moins dB sur dt. Ici, en fait, à un statique, on a assumé que dB sur dt est égal à 0. D'accord? Parce que le B, le champ, comme il n'y a pas de variation, en fait, rien ne varie en fonction du temps, dB sur dt est égal à 0. Mais ici, en ARQS, vous ne pouvez plus considérer cela comme ça. OK? Vous êtes un régime lentement variable. C'est clair ou pas, ça? Yes? Donc, vous allez avoir une variation de B en fonction du temps. OK? Yes? Et donc, vous avez toujours ρ de B qui est égal à 0. Désolée. C'est mon Mac, en fait, qui prend les appels que je refuse sur mon téléphone portable. OK? Ça va, ça ou pas? Et ici, il manque un vecteur. Ça, c'est la question 4, ça, madame? La question 4, j'y arrive. J'y arrive. Donc on fait quoi, là? Je vous guide vers la question 4. Si Ok. tu veux, maintenant, tu peux répondre à la question 4. En fait, c'était pour vous faire un petit rappel de cours. Déjà, avant. Ça fait pas... c'est bien. Et donc, maintenant, la question 4, elle nous dit pourquoi est-ce qu'on peut justifier que dans le cas d'un solénoïde dont le champ magnétique est généré par I de T, on peut dire que le champ électrique est non nul. Bah, si tu te mets un ARQS, on voit que ρ de E est égal à moins dB sur dt. Est-ce que tu es d'accord avec ça? C'est qui m'a posé la question? C'est Benjamin? Non. Quelqu'un d'autre? J'ai pas posé de question, moi. Après, je sais pas si c'est quelqu'un. C'est qui a pris la parole? Madame, c'est quoi ça? C'est qui? Moi, là, c'est moi qui ai juste... Enfin, Paul Adrien qui a juste parlé. Pas de souci. Mais du coup, regarde. En ARQS, tu es d'accord qu'on a dit que pour le solénoïde, en fait, là, ρ de E est égal à moins dB sur dt. OK? B, dans ce cas, il vaut mu0n I de t uz. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dB dt, est-ce qu'elle est égale à 0 ou est-ce qu'elle est différente de 0? A priori. Qu'est-ce que tu en penses? Différente de 0. Différente de 0. Donc, si dB sur dt est différente de 0, ça veut dire que ρ de E est différente de 0. Mais si ρ de E est différente de 0, ça veut dire que E est différente de 0. Donc, il existe bien un champ électrique au sein du solénoïde. Il existe un champ E au sein du solénoïde. OK? Est-ce que ça vous va, ça? Ça vous paraît logique, tout ce qu'on a fait maintenant? Un peu plus? Yes? Désolée pour la chaise qui grince. Je vais changer de chaise, ça m'agace. Ça fait trop de bruit. Je ne sais pas si vous l'entendez, c'est vraiment désagréable. OK. OK, est-ce que je peux continuer ici?
On devrait pouvoir y arriver. Il nous reste une demi-heure. Ouais, ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Ça va ou pas? Dites-moi si c'est bon pour vous, si je peux continuer. Ou si vous avez des questions après tout ça. Je pense que c'est bon, madame. Ok. Merci. Hein. Mais je ne peux pas changer si vous ne me dites pas que c'est bon. Il y a parfois des gens qui n'arrivent pas à noter à temps. Alors, maintenant, intéressons-nous aux directions et dépendances de E, champ électrique. OK? Quelle est la source qu'il faut considérer ici? En fait, la source ici est I de T, J, d'accord, I de T, idéalement I de T d'un autre solénoïde, qui produit un champ magnétique dans le solénoïde, d'accord, B de M. Ça veut dire que s'il faut considérer symétrie et invariance s'il faut considérer symétrie et invariance, en fait, il faut considérer symétrie et invariance par rapport à cette source I de T. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à notre solénoïde infini? Quelles sont les invariances? Quelles sont les invariances pour un système comme un solénoïde? Regardez, dans un solénoïde, qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce que vous avez des invariances par translation? Oui ou non, s'il s'agit d'un solénoïde infini? Oui. Oui, Selon donc, Z. merci. Translation selon Z. On n'oublie pas ce qu'on sait. Et rotation selon θ. On est d'accord? Donc, ça veut dire que pour E, Rθ, Z, en réalité, il s'agit de E petit r. OK? Qu'est-ce qu'on peut dire pour la direction de E? Comme il s'agit d'un champ électrique, qu'est-ce que vous allez chercher en fait? Le champ, un plan de symétrie ou un plan d'antisymétrie? Un plan d'antisymétrie. Très bien. Pourquoi? Parce que tu sais que E est perpendiculaire à ce plan. Exactement. Et donc, ça veut dire que tout de suite, tu auras la direction de E. Quel est le plan de symétrie donc, que tu trouves dans le cas de ce problème? Quel est le plan, pardon, d'antisymétrie? Ah, d'antisymétrie, c'est oui. UR, UZ. M, je réfléchis, MUR, ouais, tu as raison.
à quoi correspond MURUZ en fait? Correspond au plan, si vous revenez sur l'image du solénoïde ou de la bobine, au plan qui coupe verticalement votre solénoïde, hein, selon URUZ, d'accord? Ok? Ça va ou pas? Et donc, effectivement, de part et d'autre de ce plan, vous avez que le sens du courant n'est pas le même. Donc, on aura que E de M, il sera orthogonal à ce plan d'antisymétrie. Donc, ici, je vous le mets, hein, c'est bien un plan d'antisymétrie et vous utilisez le courant pour déterminer si c'est un plan de symétrie ou antisymétrie. Donc, si je résume tout ça, j'ai que E de EMT est égal en fait à ERT Uθ. OK? Donc, le champ électrique, il dépend à la fois de la variable R et de la variable T. OK? Yes? C'est bon ça ou pas? OK? Maintenant, il faut le calculer, ce champ E. On va voir comment faire. Dites-moi quand est-ce que vous êtes prêts. Dis-moi si vous êtes prêts pour la suite. Comment je fais pour calculer ce champ électrique maintenant? Vous connaissez B, OK, qui est égal à mu0 n I de t uz, et vous savez que ρ de E est égal à moins dB dt. Dites-moi si vous êtes perdu ou juste endormi, ou si vous arrivez à suivre ça. Du coup, c'est mu0 n i prime. Non, c'est mu0 n I de t uz. Mais du coup, là, on doit calculer le ρ de E, non? Ouais, là, on va calculer le ρ de E, effectivement. Mais il y a deux façons différentes de faire. OK. OK. Donc, quel est le théorème, en fait, qui vous permet d'utiliser le rotationnel? Parmi les deux théorèmes que vous avez étudiés, quand vous avez travaillé sur les opérateurs. Quel est le théorème qui fait apparaître le rotationnel d'un vecteur? Vous en avez fait deux, hein. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. C'est quoi la question, madame? Quel est le théorème que vous avez fait, que vous avez étudié quand vous avez abordé les opérateurs mathématiques qui fait apparaître le rotationnel d'un vecteur? Stokes. Stokes.
Et donc, qu'est-ce qu'il vous dit le théorème de Stokes? Par exemple, si vous appliquez, disons, le théorème de Stokes au vecteur E, puisqu'on y est, vous avez l'intégrale simple de E dl. Vous êtes d'accord? Avec P qui appartient à un contour, on va voir ce que cela veut dire, qui est égal à l'intégrale double de ρ de E ds avec P qui appartient à S, la surface qui se pose sur ce contour gamma. Je peux vous le dessiner ici, le contour. Ici, vous avez un contour orienté de rayon petit r. Et ici, en fait, vous avez votre surface D2S qui est là. OK? Donc, est-ce qu'il m'est possible de calculer le produit scalaire entre E et dl? Je pense que c'est très simple. Donc, pour le produit scalaire E dl, en fait, il s'agit du produit scalaire entre E, qu'on a dit est selon, je vais tout mettre, E, RT, Uθ. Et pour ne pas annuler, en fait, ce produit scalaire-là, qu'est-ce que je sais? Je sais qu'ici, j'aurai R dθ, Uθ, intégré entre 0 et 2π. C'est d'ailleurs ce qui me permet de faire le tour de ce contour-là. OK? Donc, j'ai que le premier terme est égal à ERT. Donc, ça, EDL est égal à ERT 2π petit r. OK? Ça vous va tout ça ou pas? OK? Mais si je reprends le théorème de Stokes ici, je vois que ρ de E est en fait égal à moins dB sur dt. Donc, ça veut dire que je peux remplacer moins dB dt ici. OK? Et donc, j'aurai que EDL, je ne sais pas si je peux le remplacer dès maintenant. Je vais tout réécrire, comme ça on n'aura pas de doute. E scalaire dl, avec P qui appartient au contour, est égal à l'intégrale double ρ de E P qui appartient à S qui se pose sur le contour gamma. Donc, c'est ça mon contour gamma. Hein. C'est un gamma majuscule. Donc, ρ de E D2S. OK? Et donc, ça, si je remplace le ρ de E par l'équation de Maxwell-Faraday, j'aurai que EDL, E scalaire dl avec P qui appartient à gamma, est égal à moins D sur dt et ici j'ai B D2SP. OK? Toujours avec P qui appartient à S qui se pose sur le contour gamma. OK? Donc maintenant je vais calculer ça. Donc je sais que B DSP, ici j'ai un scalaire, un intégral double est égal à quoi? Est égal à l'intégrale entre 0 et petit r et 0 et 2π de mu0 n i de t uz scalaire r dr dθ uz. Et donc j'aurai mu0 n i de t pi r carré. Est-ce que ça vous va ça? Est-ce que tout ça c'est Madame, bon? pourquoi vous mettez la surface ds, enfin l'élément de surface ds, vous mettez d carré s? Parce que pour dire que c'est une dérivée seconde qui contient les deux termes, vous pouvez mettre aussi ds, c'est pas gênant.
D'accord? On peut laisser DS normal. Vous pouvez laisser le DS normal. C'est juste que comme ça, si jamais un jour vous voyez un D carré S, c'est juste pour vous dire qu'en gros, il faut s'attendre à multiplier deux quantités infinitésimales, quelque chose que vous faites déjà en réalité. OK? Ok, est-ce que ça va? Est-ce que je peux regrouper tout ce que je viens de faire pour calculer la valeur de ce champ électrique? Et après, vous montrer comment on aurait pu procéder aussi. Il y a plusieurs façons de faire. Dites-moi quand est-ce que c'est prêt. C'est bon? Je peux changer de page? Pas encore. Je peux? Oui, c'est bon. Ok, merci. Donc, si je regroupe tout, j'aurai quoi? J'aurai d'un côté ERT fois 2pi petit r, ça c'était le E scalaire dl. De l'autre côté, j'aurai moins mu0 n. Ouais, c'était moins mu0 n pi r carré di de t dt. Ça veut dire que si je cherche EMT, j'aurai moins mu0 nr sur 2 di de t sur dt uθ. OK? Donc, parce qu'ici, j'ai trouvé que ER de t, j'ai simplifié ça avec ça et ça avec ça. Hein. Ce qui fait que ER de t est égal à mu0 n petit r sur 2 di de t sur dt. OK? Ça va, ça ou pas? Il y a une autre façon de faire plus rapidement. Et si vous êtes prêts, vous me dites. Et on fait. Dites-moi quand est-ce que vous êtes prêts. Ça, c'est un moins devant. Madame,
Oui. Il vient d'où déjà le moins? Du fait que tu as moins dB sur dt. Ah oui. Ok, oui, merci. Ok. On a fait beaucoup de calculs, c'est normal. Ok. Dernière étape, dernière question. On y go? Dites-moi. Allez, on a 10 minutes. Je suis obligée d'y aller en fait. Donc, l'équation de Maxwell-Faraday qu'on a utilisée nous dit que ρ de E est égal à moins dB sur dt. OK? On sait que E sera dans la forme E, RT, on a dit Uθ, donc ici c'est un Eθ, et que B de M est égal à mu0 N I de T UZ. OK? Donc on sait que le ρ de E, il doit forcément être parallèle à UZ. Si je regarde maintenant quelles sont les composantes qui m'intéressent en fait pour le ρ de E, si je prends en coordonnées cylindriques, je vous ai donné la formule, les composantes en UZ, j'aurai 1 sur R qui multiplie delta R Eθ sur dr moins delta, donc petit d rond, pardon, ER sur dθ. OK? Et donc ça, c'est ma composante en UZ. Or, je sais que E, il dépend de θ. Donc, ça veut dire que mon ρ de E, en réalité, est égal en fait à ρ de E sera donc égal à 1 sur R delta R Eθ sur d rond. R. Dérivée partielle de R Eθ en fait, en dr. Donc, si je regroupe cela, si je vais résoudre cela, en fait, je vais obtenir quoi? Je vais obtenir, pardon, ici, il manque en UZ. Je vais écrire que 1 sur R D sur dr, R ERT, si je regroupe avec les données de l'exercice, est égal à moins mu0 N D IT dt. Hein. Donc, ça, si je considère dB sur dt, j'aurai mu0 N dit sur dt. OK? Et donc, ça veut dire que ici, R, si j'intègre ERT, est égal en fait à moins mu0 N R carré sur 2 dI de t sur dt, plus une constante K1 en fonction du temps. OK? Donc, qu'est-ce qu'on sait? Est-ce que vous me suivez jusque-là? Dites-moi si c'est bon ou pas. Ça, c'est l'autre méthode pour calculer le champ électrique. Donc, on est passé par le théorème de Stokes. La question ici est, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser tout simplement l'équation de Maxwell-Faraday pour cela? Ça va tout ça? Donc, maintenant, qu'est-ce qui nous embête? Maintenant, on voudrait connaître la valeur de K en T. Donc, pour le calcul de K en T, on utilise la condition de continuité.
continuité en la condition plutôt, pas la notion, la condition de continuité. Ah, mais madame, pourquoi on a 1 sur R différentiel de C'est la RERT, formule du rotationnel. mais qui est égal à moins... C'est l'équation de Maxwell-Faraday. Ok. D'accord? Donc, en R égale 0, on aura quoi? On aura 0 qui est égal à 0 plus K1 de T. Cela est égal à 0. Et donc, cela implique que R ERT est égal à moins mu0 N R carré sur 2 dI de T sur dt. Donc, si vous simplifiez le petit r, vous avez que ER de T est égal à moins mu0 N R sur 2 dI de T sur dt. Donc, exactement la même chose que tout à l'heure. OK? Good. Good, good. Ça vous va tout ça? Yes. Donc, on a trouvé exactement la même chose. Donc, soit vous appliquez le théorème de Stokes, soit vous appliquez l'équation de Maxwell-Faraday et vous calculez le rotationnel en connaissant direction et dépendance de votre champ électrique. Est-ce que ça vous va, tout ça? Est-ce que vous avez des questions? Récalculer les rotationnels pour la semaine prochaine. Hein. C'est un exercice qui est très utile. Bon, si vous n'avez pas de questions, je peux arrêter le partage, vous avez tout noté?